Troisième jour de mes vacances en Bulgarie. Je suis toujours à Sofia et il fait un temps magnifique. Avec Neno, mon pote bulgare, on devait aller à Koprivštitsa. Cependant, nous sommes un peu fatigués de notre excursion d'hier. Nous avons remis Koprivštitsa à demain et aujourd'hui je vais aller voir un certain nombre de petites curiosités que je n'avais pas vues lors de la première année de mon séjour en Bulgarie. Pour cela, je vais gagner la ligne du métro numéro 3, une nouvelle ligne qui vient d'ouvrir à Sofia. L'hôtel où je loge, l'hôtel d'Alice, est tout à fait correct. Il y a certainement de superbes excursions à faire dans le mont Vitosha, mais déjà hier, j'ai eu mon compte dans le massif du Rila. Soufflons un peu aujourd'hui. Je poursuis le long du boulevard de Bulgarie. L'un des multiples souterrains qui permettent de traverser les grands axes en sous-sol. Il y en a des quantités industrielles dans cette ville. Même si les immeubles peuvent paraître décrépits, moi ce que j'apprécie c'est toute cette verdure. Elle est omniprésente à Sofia. Une petite église orthodoxe de quartier. Mon ami Neno m'a instruit du fait que devant les églises, on peut trouver les faire-part des personnes décédées. Voilà pour ce rapide aperçu de l'édifice qui n'a rien de touristique, mais qui est cependant caractéristique du culte orthodoxe. Le boulevard de Bulgarie emmène vers Boyana, qui était autrefois un village indépendant au sud de l'agglomération. Mais Sofia, c'est un petit peu comme Paris, qui a englobé tous ces villages périphériques. Sofia a absorbé Boyana, où l'on peut trouver une église avec des fresques moyenâgeuses fabuleuses et également le musée d'histoire de la Bulgarie. J'arrive à la station du métro. 3 lignes de métro à Sofia, donc, actuellement. Et nous sommes ici à la station Bolgaria, sur la ligne 3.
Voici le plan du réseau, moins complexe qu'à Paris. Je suis ici et je vais emprunter cette ligne verte jusqu'à la station Saint-Clément-d'Ochride. Saint-Clément-d'Ochride, qui est le saint qui a transformé l'alphabet glagolitique des saints Cyril et Méthode en alphabet cyrillique. C'est tout neuf, pas de graffiti. Les rames sont loin d'être rondées. Je suis descendu à la station du Pont des Aigles, Orlov-Most, qui précisément se trouve à côté de l'université Saint-Clément-d'Ochride. Le temps est éblouissant de beauté aujourd'hui. Me voici donc revenu au fameux Pont des Aigles, que j'avais vu dans un de mes films de l'année dernière. À proximité du Pont des Aigles, on trouve le Borisova Gradina. C'est un parc. C'est l'un des plus beaux et des plus appréciés des Sofiotes. Nous irons l'examiner tout à l'heure. La circulation automobile à Sofia est incessante et les Sofiotes sont assez impatients au volant. Le pont des Aigles surmonte une petite rivière, la Perlovska. Au pont des Lions, que j'avais vu l'année dernière, il y a une autre petite rivière, la rivière Vladaïska. Mon intention à présent est d'emprunter l'avenue boisée que vous voyez en face et qui va me conduire au parc Oborichte. Comme le dit mon ami Neno, la voirie en Bulgarie est considérablement dégradée et il faut que je fasse vraiment attention où je mets les pieds. C'est presque aussi dangereux que dans le massif du Rila. Par la rue du Tsar Libérateur que voici, on aboutit à l'université dont je vous ai parlé. J'aime beaucoup ce petit cours d'eau qui nous descend du Vitosha. Profitons qu'il n'y ait pas trop de voitures pour mieux filmer la rue du Tsar Libérateur. Dans son prolongement de l'autre côté, c'est la route de Plovdiv. Et dans cette section, on l'appelle la chaussée de Tsarigrad. Tsarigrad, c'est Istanbul en bulgare. L'un des points d'accès au Borisova Gradina. C'est dans les allées du Borisova Gradina que l'année dernière j'avais mangé une banitsa. Un plat dont les Bulgares raffolent. Il s'agit d'un feuilleté au fromage. J'avais bu également une bouza, c'est-à-dire une boisson de blé fermenté. J'emprunte à nouveau un souterrain pour aller de l'autre côté. On ne connaît pas trop les passages piétons ici en Bulgarie. Au moins le dallage ici n'est pas craquelé. Les taxis sofiotes, comme les taxis new-yorkais, sont jaunes, je l'avais déjà dit. J'emprunte la voie Evlogi-Georgiev et je longe par conséquent la petite rivière. Un beau bâtiment ici, probablement une ambassade. Tel que c'est indiqué, je ne suis pas beaucoup plus avancé.
Mais je crois, d'après ce signe, qu'il s'agit de l'Iran. Ici, pas de doute, c'est la Grèce. La Perlovska coule vers je ne sais quelle destination. Et il y a de bonnes petites dénivelées. Les immeubles s'enchaînent et certes, ils ne sont pas haussmanniens. Mais petit à petit, la ville se fait un coup de plumeau. Mais poursuivons vers le parc Oborichte, qui est un très beau parc dans la ville. Il est notamment remarquable par ses statues. Et à l'extrémité, on a le Théâtre National. Ma mère dirait, ça manque de canard. Le centre-ville de Sofia est en surplomb. Une bien jolie demeure. C'est un club. Tout cela fait très raffinement à l'austro-hongroise. Il faut d'ailleurs savoir une chose, c'est que même si la Bulgarie n'a pas fait partie de l'Empire austro-hongrois, il n'empêche que quand elle a acquis son indépendance, les souverains, les responsables ont fait appel à des architectes austro-hongrois pour venir décorer la capitale. Et nous aurions sans doute beaucoup plus de témoignages de cette époque, de cette architecture, s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu les bombardements qui ont détruit beaucoup de ces maisons. D'abord des bombardements américains quand la Bulgarie était dans le camp allemand, ensuite des bombardements allemands quand la Bulgarie a changé de camp. Voici une demeure manifestement qui remonte à avant l'époque communiste. Moins spectaculaire que Vienne, Budapest, Prague, Cracovie, Sofia, orientalisante, a un charme caché. À présent, je vais me détacher du boulevard que je suivais pour emprunter cette rue, toujours ombragée, pour me rendre donc au parc Oborichte. Il n'est pas loin. Non, je ne suis pas à Lille, je suis bien en Bulgarie. Le quartier est très tranquille. Il y a beaucoup de petits commerces et de restaurants. Ici, la couleur a repris ses droits.
et quasiment toutes les rues avec des arbres. Il y a une petite brise très agréable qui rafraîchit ce parcours. Regardez ce bâtiment, est-il en ruine? Il est entièrement végétalisé. Et non, le bâtiment n'est pas abandonné. Je poursuis toujours dans cette rue du professeur Hazen Zlatarov. Je passe devant une petite église catholique, Saint-François d'Assise. Elle est fermée. Les marronniers d'Inde sont déjà bien jaunes. Un beau bâtiment. Au début, je ne l'identifiais pas. En regardant la carte du pays, j'ai eu un soupçon. En réalité, il s'agit du Kosovo, le B se disant V. Le Kosovo, pour partie peuplé d'Albanais, a une indépendance qui n'est pas reconnue par l'ensemble de l'Union européenne. C'était autrefois une province du sud de la Serbie, autonome. Elle s'en est détachée et s'est autoproclamée indépendante. Pas trop d'impression de décrépitude par ici. Il y a des immeubles corrects. À l'extrémité de la rue, me voici parvenu à proximité du petit parc Oborište. Petit à petit, je commence à décrypter le cyrillique. Ces roussets que vous voyez ici dans le haut, une ville sur le Danube, frontalière avec la Roumanie, et en dessous ce n'est pas Bafa, c'est Varna, une ville de la mer Noire. Mais traversons pour aller voir le parc. Donc, comme je l'ai dit, le parc Oborište est agréable. Il est parsemé de sculptures contemporaines. Nous allons aller voir ça. Voici la première. Je suis arrivé d'ici, rue du professeur Hazen Zlatarov. Le voici précisément, cet Hazen Zlatarov, 1885-1936. Mais je ne sais pas exactement dans quel domaine il était spécialisé. Il était professeur. Serait-ce une œuvre d'art contemporaine? Ça m'en a tout l'air. Ceci n'est pas une œuvre d'art, mais c'est quand même contemporain et utilitaire. Le centre du parc est très plaisant et propose de nombreux bancs pour la pause sandwich.
Encore une sculpture tout à fait curieuse. Manifestement, il y a un monstre à l'intérieur. Les espaces verts ne sont pas pris à la légère à Sofia. À l'extrémité du parc, le théâtre de Sofia. La curieuse sculpture de tout à l'heure, c'est une tortue. Voilà une insolite sculpture que j'aime assez. Ici, ce n'est pas de la pierre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des champignons? Malgré l'aspect propagandiste communiste, cette statue me touche. Un restaurant bulgare en bordure du parc. À présent, car l'heure tourne, gagnons la sortie du parc et allons voir le monument de Vasil Levski. Une jolie naïade. Ce parc est planté d'espèces très variées. Une œuvre bien curieuse.
On ne sait trop ce que ça représente, mais c'est contemporain. Je suis parvenu à l'extrémité ouest du parc. Et alors que l'heure avance, la température commence à s'élever. Il doit y avoir 28 degrés aujourd'hui, mais avec un ressenti de 35. Tout à l'heure, j'avais plus frais. Mais là, ça change. Neno m'a téléphoné et m'a proposé d'aller voir une galerie de peinture près du théâtre Ivan Vazov. Je poursuis cependant ma promenade en attendant qu'il soit prêt. Nous sommes en vue du monument de Vassil Levski. La masse du parc Oborichte que je quitte. Me voici parvenu sur le rond-point où se trouve le monument de Vassil Levski. Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'histoire bulgare, si vous n'avez pas vu mes films précédents, le nom de Vassil Levski ne vous dit rien. Retenons l'essentiel, Vassil Levski, c'est en quelque sorte le Jean Moulin bulgare. Un héros de l'indépendance et de la résistance face à l'oppression turque. Dénoncé, le héros a été arrêté dans une auberge. Et il a été torturé dans un bâtiment qui ensuite a servi de palais royal. Il a été exécuté par pendaison le 19 février 1873, exactement à cet endroit. Ce petit monument a été érigé en son honneur, en sa mémoire, en 1895, alors que la Bulgarie était redevenue indépendante. C'est cependant plus sûrement l'intervention des Russes pendant la guerre de 1877-1878 qui a été déterminante pour l'indépendance bulgare. À partir du petit monument, en descendant vers le sud, on va passer devant la bibliothèque municipale. Si j'ai voulu voir cette petite curiosité, c'est parce que je ne l'avais filmée que de loin la fois précédente. Juste quelques photos pour revoir cette bibliothèque, déjà filmée, mais par un temps gris. Et voici les saints Cyril et Méthode. On leur doit donc l'alphabet cyrillique, avec l'aide également de saint Clément d'Ochride. Pour rappel, juste à côté de la Bibliothèque nationale se trouvent les locaux de l'université Saint Clément d'Ochride. Mais revenons un peu en arrière. Nous allons voir la cathédrale Saint-Alexandre Nevski par l'arrière. Un angle inédit que je n'avais pas vu, que j'ai vu en voiture hier, que je n'ai pu filmer et que je vais vous montrer parce que c'est celui que je préfère en fin de compte. Les bégonias ont l'air d'être en souffrance. Ça joue les chapiteaux corinthiens. Version stalinienne. Même les transformateurs sont aux couleurs de la Bulgarie. Et je rappelle la signification, le blanc c'est la paix, le vert c'est la fertilité de la terre bulgare et le rouge c'est le sang des patriotes versé pour la patrie. Nous voici en vue du plus célèbre édifice de la ville. En progressant dans cette rue, je trouve sur ma droite la Galerie nationale des arts étrangers.
J'ignore si pour les églises orthodoxes on peut parler de chevet. En tout cas, l'arrière de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, telle qu'elle nous apparaît ici, me semble plus belle que le devant. Voici donc la Galerie nationale des arts étrangers. Il paraît qu'il n'y a pas grand-chose à voir dedans. La cathédrale me produit une impression profonde par rapport à ma première visite. L'an passé, même Neno, qui est bulgare, avait été un peu déçu comme moi de l'intérieur de la cathédrale, qui, il faut l'avouer, est un peu sombre, et les fresques auraient besoin d'un sérieux ravalement. Nous avions nettement préféré les fresques de la cathédrale Sveta Nedelja, ou cathédrale du Saint-Dimanche. De ce côté se trouvent les bâtiments de l'Assemblée nationale et il y a beaucoup de forces de police mobilisées car depuis 2 mois il y a des manifestations anti-corruption en Bulgarie. La cathédrale Saint-Alexandre Nevski est un édifice très récent par rapport à l'église Sainte-Sophie que j'avais vue également l'année dernière mais dont on ne peut filmer l'intérieur. Je longe le bâtiment de l'Assemblée nationale et je vais arriver sur cette place semi-circulaire où se trouve le socle de Alexandre II. Voici l'Assemblée nationale. La rue du Tsar libérateur qui se dirige vers l'université Saint-Clément d'Ohryd. Le Tsar libérateur. Cette place semi-circulaire est la place Narodno-Sobranie. Je continue vers l'ouest dans la rue du Tsar libérateur. L'ambassade autrichienne. Quant à l'ambassade italienne, elle est derrière ces grilles. Je me rapproche doucement du théâtre Ivan Vazov, que vous connaissez pour avoir vu mes films, et où m'attend Neno et sa famille. Voici une rue dont je ne peux méconnaître le nom, rue de Paris. Pas de doute, ces quartiers sont vraiment les plus beaux de Sofia. Vous vous souvenez probablement de l'église russe Saint-Nicolas. Ce petit square comporte une tête avec une fissure. Elle représente Stefan Stambolov, le Bismarck bulgare. Il s'agit d'un des premiers dirigeants de la Bulgarie indépendante. Malheureusement, il a été assassiné.
Il avait donné une impulsion moderniste à la Bulgarie, il l'avait doté d'une armée, il avait réorganisé les affaires, mais donc il a été assassiné. Il ne faut pas confondre Stefan Stambolov, que vous venez de voir, avec Alexandre Stambolski, dont on peut voir la statue assez grande à côté de l'Opéra de Sofia, qui a été Premier ministre lui aussi, mais au XXe siècle. Ceci dit, il a été assassiné comme Stambolov. Vous vous souvenez peut-être de l'anecdote de Neno, l'année dernière, concernant cette cuvette dans le jardin. Elle n'est pas tout à fait naturelle, car en fait c'est une bombe qui a creusé ce trou pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère pouvoir faire, avant de partir, une balade de nuit dans Sofia, et notamment pour vous montrer la cathédrale illuminée. Et ça, vous vous en souvenez? La maison où a habité Ivan Vazov, le grand écrivain bulgare. Voilà, je me trouve à côté du théâtre Ivan Vazov, que vous reconnaissez, et je vais aller m'asseoir dans le jardin pour attendre Neno. Un de ces petits restaurants qui font tout le charme du quartier. Je n'ai pu jeter un coup d'œil à l'intérieur du théâtre Ivan Vazov l'année dernière, et je suppose que je ne serai pas plus chanceux cette fois-ci. Ici, donc, vous reconnaissez le théâtre Ivan Vazov, l'auteur du roman Sous le joug, et qui a vécu de 1880 à 1921. Quant à l'édifice en néo-baroque, il est dû à des architectes suisses. Bien, en attendant le gamin, je vais aller m'asseoir sur l'un des bancs, enfin, s'il y en a un à Londres. Probablement mon point préféré de Sofia. Voici donc la galerie que nous allons visiter. Les joueurs d'échecs de ce petit jardin.
il n'a malheureusement pas été possible de filmer toutes ces aquarelles. Mais il y a toujours un détail à filmer ici et là. Je suis invité à déjeuner dans la famille de Neno et il y a une soupe tarator qui m'attend. La soupe tarator, c'est une soupe de yaourt avec du concombre râpé, mais également des noix et de l'aneth. Suivons mes eaux. Sans aller très loin, on retombe sur des bâtiments un peu décrépits et des trottoirs incertains. Ne perdons pas le gamin de vue. Après un repas chez la mère de mon ami, nous allons à présent voir le Muséum d'histoire naturelle. On passe devant l'ambassade d'Égypte. Comme par hasard, les lacs d'hier sont en photo sur un immeuble. Voici l'entrée du Muséum d'histoire naturelle de Sofia. Nous grimpons tout de suite au 3e étage, là où se trouvent les insectes. C'est ce qui nous intéresse. Les guides disent que le musée est un peu poussiéreux. Moi, je le trouve plutôt attrayant. Cet insecte me semble bien curieux. Grillotalpa steposa. Neno me dit que cet insecte pue lorsqu'on l'écrase. Bon, évidemment, pour lui, ça doit être assez déplaisant aussi. Les libellules qui font partie des odonates. Culex, ce sont les moustiques. Le nom commun de tout ce qui de ce type d'insecte, c'est Je ne me sens pas encore tout à fait prêt à passer à cette alimentation. La nature est mieux achalandée que le catalogue de la Redoute. Ces triplés sont déjà gros.
Il y a des modèles avec des ailes de ce côté. On passera vite sur les insectes minuscules. Les très beaux papillons d'Amazonie retiennent davantage notre intérêt. Ceux-là, on les utiliserait bien justement comme nœuds papillons. Espagne. Technique de camouflage. De véritables bouquets de papillons. Il y a des modèles qui sont vraiment extensibles. Une véritable escadrille. Incroyable. C'est la Luftwaffe. Le genre d'insecte qu'on n'aime pas avoir sur la, sur la peau. Je ne connaissais pas trop ces variétés avec des queues. Les criquets et sauterelles sont bien connus. Et l'on peut nous rappeler que certains insectes sont fort utiles et que leur disparition pose problème. 35. Vraiment 35 pages. Une belle collection de libellules par ici. Insectes qui font du mimétisme. Là, on a du mal à les distinguer sur une écorce de bouleau. Nous sommes dans une autre section, celle des mollusques. Si vous voulez voir un film de coquillage très en détail, regardez mon film « Le musée du coquillage des Sables d'Olonne ». Coquille perlière, en français s'il vous plaît. Un écrevisse. Je ne prenais pas conscience que ces bestioles pouvaient avoir des pinces de cette envergure. Voici des vers peu ragoûtants. Mais y a-t-il des vers ragoûtants? Des ténias. Il y a le ténia armé avec des crochets et le ténia inerme, sans crochet. Des bestioles avec qui on n'aime pas trop être présenté.
Celle-ci est encore un petit modèle. Et 200 kilos. Une huître vraiment géante. On fait une croix sur les végétaux et les champignons, qui ne sont pas des végétaux. Le musée s'organise sur 3 niveaux. Cette section est très sympa. Mon arrière-grand-mère. Le foutu pangolin auquel on doit le coronavirus, d'après ce qu'on nous dit. Un porc-épic. Magnifique pelage. Un air plutôt sympa pourtant. Ce cerf avec ses magnifiques andouillés. L'ours brun. Un loup. Coati. Un lynx et sa victime. Ne mettez pas la main. Homo sapiens sapiens, celui-ci avec la chair sur les os. Opossum. L'Australie avec un ornithorynque. Et les marsupiaux. Quand je pense qu'on fait des pâtés de ragondin. Mais moi, je vais te dire ce qui semble le plus intéressant pour moi.
Y a-t-il un fromage quelque part? Le pivert. Peut-être Woody Woodpecker. Il y en a tant, alors que le musée va bientôt fermer, que tout ceci ne peut être qu'un survol, si l'on peut se permettre avec les oiseaux. Griffon chauve. Pour mieux se méfier de ces bestioles. Le musée étant sur le point de fermer, on nous indique de regarder une salle qui vient d'ouvrir. C'est lui uniquement au Japon. Ils ont eu une triste fin, manifestement, mais je préfère que ce soit eux plutôt que moi. Sympa d'être rangé comme ça dans son cercueil. Voilà, nous revenons très brièvement dans les salles des oiseaux. Un musée que nous n'avons fait qu'effleurer par manque de temps. Un pélican. On pourrait l'embaucher cuisinier avec ça. Un marabout. Quelques perroquets. Toucan. Les œufs. On ne vend pas à Carrefour
Il y avait un énorme ammonite ici. Les explications de minéralogie ou de paléontologie sur la Bulgarie. L'ère quaternaire. L'individu qui regarde tout ça vit dans l'ère quaternaire. Des copies, pas des objets, mais des copies des organes. Le gamin est passionné, on va se faire mettre à la porte. On n'a pas vu de salle sur ce genre de choses. Il y a encore de la minéralogie. Les gardiennes du musée sont très gentilles et nous permettent de regarder à une heure qui dépasse la fermeture. Nous ne pouvons cependant abuser trop longtemps de leur gentillesse. Voici pour aujourd'hui. Demain, ce sera Koprivnitsa.